Donc, nous commençons l'étude de cette troisième partie de l'éthique, de l'origine et de la nature des affections. Alors, le double intérêt de cette troisième partie, c'est d'une part qu'il fonde sur ce qui a été étudié dans les deux premières, c'est-à-dire Dieu et l'âme, l'étude des affects, et d'autre part qu'il rencontre sur ce domaine des affects un certain nombre de problèmes et de notions qui ont été élaborés ou retravaillés depuis le début du XVIIe siècle, notamment par Descartes, qui va être cité immédiatement dans l'introduction du livre, mais aussi par un certain nombre d'autres, par exemple par Hobbes. On peut dire qu'une des grandes caractéristiques de la philosophie du XVIIe siècle, c'est que chacun des auteurs de grands systèmes produit une théorie des affects ou des passions et fonde son analyse du comportement humain, voire ses théories concernant la cité, notamment en politique, mais aussi en droit ou dans d'autres aspects, sur cette théorie des passions. Donc la théorie des affects que Spinoza va aborder ici, c'est une des théories centrales de toute philosophie du XVIIe siècle. Un autre intérêt de cette problématique est qu'elle est frontalière entre la philosophie et d'autres disciplines, la théorie de la littérature, la médecine, la théologie, et ainsi de suite. Donc, lorsque Spinoza va commencer à parler des affects, il ne s'avance pas du tout sur un terrain neutre, il ne s'avance pas du tout sur un terrain vierge, et il le sait. Et il sait que son lecteur le sait. C'est-à-dire qu'il est très probable que son lecteur a déjà entendu parler des affects avant de lire Éthique 3. Il est très probable notamment que son lecteur a une connaissance de la théorie cartésienne des passions, au moins dans ses grandes lignes. Il est probable aussi que son lecteur, si c'est un calviniste néerlandais ou un protestant de seconde réforme, connaît les thèses des théologiens chrétiens et notamment des théologiens protestants sur les passions conçues comme vices ou comme péchés. Il ne faut pas s'étonner, il fera allusion et à l'un et à l'autre. Donc, quand il commence en mettant ce terme de affectus au début du livre, de l'origine et de la nature des affects, il sait qu'il ne parle pas dans le vide, il parle à des lecteurs qui ont dans l'esprit, même si ça n'est pas de façon orthodoxe, même si c'est de façon critique, à la fois une théologie des affects, une théologie qui reproche aux affects d'emmener l'homme du côté des vices, du péché, de la faute, et puis une philosophie cartésienne, fondée entre autres sur le modèle de la nouvelle physique, mais pas seulement, qui cherche plutôt au contraire à les comprendre comme des propriétés, mais qui, à ses yeux, continue à véhiculer un certain nombre des illusions de la tradition philosophique, morale et théologique. Donc il faut penser à ça quand on lit le texte de Spinoza. C'est un texte qui n'est pas écrit innocemment. Alors, je vais commencer par la page et demie qui, sans s'intituler explicitement préface, sert de préface au livre. Et ensuite, j'irai regarder à la fin du livre. En effet, cette partie de l'éthique se divise, pourrait-on dire, en trois. Il y a d'abord cette préface, non nommée, puis, comme dans la première et deuxième partie, une série de théorèmes avec leurs démonstrations et éventuellement leurs corollaires et leurs scolies. Et enfin, tout à la fin, une partie dont la présence pourrait nous surprendre, qui s'intitule « Définition des affects ». Alors, je dis que ça pourrait nous surprendre parce que les différents affects ont déjà été définis en cours de route. Tout se passe comme si Spinoza ici reprenait l'ensemble de ces définitions, mais en les modifiant, en les expliquant autrement, et dans un style qui, cette fois, n'est pas le style démonstratif de la géométrie. Alors, je laisse de côté la question de savoir si cette partie a été écrite en même temps
que le reste de l'éthique 3, ou si elle est antérieure, ou si elle est postérieure. Le fait qu'elle n'ait pas tout à fait le même style, le même type d'écriture, peut renvoyer simplement à la différence de genre littéraire. Ce n'est plus des théorèmes, ce sont une série de définitions rédigées. Donc il ne suffit pas de noter que l'écriture n'est pas la même pour dire c'est un texte antérieur que Spinoza aurait ajouté là. Et de toute façon, même si le texte était antérieur, le fait est qu'au moment où il a pensé que l'éthique était terminée, il a estimé nécessaire de l'ajouter, donc pour lui, ça fait partie de la structure de l'éthique définitive. Comme toujours, quand nous lisons l'éthique, nous devons mettre de côté ces questions chronologiques en nous disant que nous sommes devant le livre tel que Spinoza l'a conçu. Donc, par-delà d'éventuelles différences d'époque de rédaction, ce texte que nous avons est un texte où Spinoza faisait un tout tel qu'il était. Donc, une préface, alors que dans les deux premiers livres, on avait remarqué que Spinoza ne mettait pas de préface, un texte géométrique continu, puis une reprise par une série de définitions qui s'achève par une définition générale des affects. La définition générale n'est pas avant une définition particulière, elle est à la fin. Donc ça pourrait être intéressant de regarder cette définition générale qui clôt la troisième partie pour regarder ce qu'elle ajoute ou ce qu'elle retranche à ce qui est annoncé au début. Donc je commence par cette préface. Je lis l'introduction à Apune. En la modifiant éventuellement, par exemple, Apune traduit indifféremment le terme latin affectio et le terme latin affectus par affection. Alors c'est un peu ennuyeux puisque il y a des passages où Spinoza utilise concurremment les deux termes. Affectio, c'est un terme que Spinoza utilise pour désigner toute modification, quelle qu'elle soit, d'un mode. Donc on peut garder, si on veut, affection pour le traduire, à cause de la parenté étymologique, mais au fond, la meilleure traduction, ce serait modification. C'est tout événement qui arrive à un mode, ses conséquences. Donc il y a des affectionnes, des modifications de l'âme, et il y a des affectionnes, des modifications du corps. Mais encore une fois, c'est un terme très général. Ça peut désigner une blessure physique, ça peut désigner toute chose qui modifie de façon ou d'une autre un être quel qu'il soit. Donc c'est quelque chose qui excède le champ restreint des affects et des passions. En revanche, affectus, c'est un terme beaucoup plus restreint. C'est un terme qui définit ce que nous, maintenant, nous appelons un affect ou une passion lorsqu'il s'agit des affects négatifs. Donc, je m'autorise à modifier ce point de traduction à Apune. Je traduis affectio, pluriel affectionnes, par affection, ou même modification, et affectus par affect au sens précis du terme. Donc, je commence la lecture. Ceux qui ont écrit sur les affects et la conduite de la vie humaine semblent, pour la plupart, traiter non de choses naturelles qui suivent les lois communes de la nature, mais de choses qui sont hors de la nature. Alors, le mot important ici, très clairement, c'est le terme nature. Il est répété 3 fois. Il y a des choses naturelles, il y a des lois de la nature, il y a des choses qui sont, plutôt qui seraient, puisque c'est impossible, hors de la nature. Alors, que désigne ce terme de nature? Il a été explicité notamment dans la première partie de l'éthique. La nature, c'est un système de lois. Ou plus exactement, c'est à la fois le principe de production de ce système de lois, c'est-à-dire ce que les scolastiques appelaient la nature naturante, et Spinoza concède qu'on peut leur reprendre ce terme. Ce n'est pas un terme originairement spinoziste, c'est un terme que Spinoza reprend à la tradition, et que d'ailleurs il n'utilise pas beaucoup. Donc c'est d'une part donc, le principe
de ce système de loi, et c'est autre part ce système de loi lui-même, en tant qu'il fonctionne et qu'il produit les choses naturelles et leurs modifications. Ce deuxième aspect, c'est ce que les scolastiques appelaient la nature naturée. Et ici aussi, Spinoza accepte de reprendre le terme. Mais, encore une fois, il mentionne qu'on peut appeler cela nature naturante et nature naturée, mais il ne fait pas un grand usage de cette terminologie. Je le signale parce qu'il y a un certain nombre de commentateurs qui, eux, en font un grand usage en parlant de Spinoza, comme si c'était Spinoza qui avait inventé ce couple de termes. Donc, la première chose qu'il affirme dans cette phrase, dans la partie qui a l'air entre guillemets de la phrase, c'est qu'il y a des choses naturelles. Il n'a pas besoin de le démontrer puisqu'il l'a démontré dans la première partie. Que ces choses naturelles, elles sont naturelles précisément en ce qu'elles ne fonctionnent pas suivant le hasard ou les formes les plus perverses du hasard, par exemple la providence, et pas non plus selon l'intention humaine, mais elles fonctionnent selon une certaine nécessité, et cette nécessité, c'est celle des lois de la nature. Alors pendant qu'on y est, il faut s'en un instant sur cette expression « chose naturelle ». Bien entendu, naturel ne s'oppose pas à artificiel, puisque les choses artificielles, elles sont produites par l'homme suivant des lois qui sont aussi des lois de la nature. Donc même les choses artificielles, on les verra citer à la suite, font partie, elles aussi, des choses naturelles. Donc dire d'une chose qui est naturelle, ce n'est pas l'opposer à un autre type de chose existante, c'est simplement mentionner que son existence a lieu à l'intérieur du cadre des lois de la nature. Et non seulement son existence, mais ce qui est encore plus important, sa production. C'est-à-dire à la fois comment elle est produite et comment elle-même en produit d'autres. Puisque une des caractéristiques des choses de la nature, c'est que non seulement elles sont effets d'une cause, mais elles sont à leur tour cause d'autres effets. Donc, des lois de la nature, des choses naturelles qui sont produites et produisent dans le cadre de ces lois. Et puis, troisième aspect, des choses hors de la nature. Alors, question, qu'est-ce que c'est? Réponse, rien, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, sauf dans l'imagination de ceux qui croient qu'il y a des exceptions aux lois naturelles. Donc, les choses hors de la nature sont des choses imaginaires, moins simplement. Donc tout cela, Spinoza n'entreprend pas de démontrer, il estime qu'il a démontré suffisamment dans Éthique 1. Et on pourrait ajouter, si on veut sortir un instant de la philosophie spinoziste et se placer du côté de son lectorat, je veux dire du lectorat que l'éthique suppose, c'est-à-dire le lectorat qui est formé de cartésiens, de hobbesiens, de protestants hétérodoxes. Est-ce que cette phrase doit les choquer? Non, pas du tout. L'idée qu'il y a des lois de la nature, c'est une idée qui se répand assez largement, justement, dans les milieux cartésiens et paracartésiens, dans tous les tenants de la nouvelle philosophie au XVIIe siècle. Donc l'idée qu'il y a des lois de nature et que les choses naturelles suivent leur cours suivant ces lois de nature, c'est quelque chose qui, énoncé sous cette forme restreinte, va de soi pour, disons, les lecteurs supposés de l'éthique, avant même qu'ils soient spinozistes, tant qu'ils soient encore vaguement cartésiens, cartésio-spinozistes et tout ce que vous voudrez de cet ordre. Pourquoi ça va de soi? Tout simplement parce que la physique, depuis Kepler, Galilée et Descartes, a montré qu'il y avait des lois de nature, et que tout ce que dans l'univers physique on croyait dû au hasard ou frappé de l'incertitude et de la contingence, en fait fonctionne suivant ces lois naturelles. Donc qu'il y ait des lois de nature et que les choses physiques soient des choses naturelles, ça ne choque personne parmi le public supposé de l'éthique.
c'est-à-dire parmi ceux qui sont déjà frottés de cartésianisme, ou qui sont déjà attirés par la nouvelle philosophie. Ça ne pourra choquer que les tenants de philosophie ancienne qui croient encore à la contingence de tout ce qui est sublunaire, qui croient au hasard, etc., etc. En revanche, ce que Spinoza apporte de nouveau dans l'éthique 1, là où on passe, disons, du cartésiano-spinozisme au spinozisme, ou là où on passe du cadre général de la nouvelle philosophie du 7e siècle à la spécificité du système spinoziste. Ce qui apporte de nouveau, c'est de dire non pas qu'il y a des lois de la nature, mais que rien absolument n'échappe aux lois de la nature. Donc que non seulement les objets physiques, mais aussi la colère, la jalousie, la volonté ou l'engagement juridique relèvent de lois naturelles. Donc ce n'est pas seulement la chute des corps ou les phénomènes météorologiques qui relèvent de la loi de la nature, mais aussi tout ce que nous appelons maintenant la psychologie ou la morale. Ce ne sont pas les mêmes lois, mais c'est la même nature. D'où la formule que Spinoza répète plusieurs fois dans son œuvre, la nature est une et partout la même. Alors, reprenons la première phrase. Il ne se contente pas de parler des choses naturelles et des lois communes de la nature, des choses qui seraient de la nature. Par exemple, il parle de ceux qui en ont écrit. Donc la thèse sur la nature est inscrite à l'intérieur d'une description de ceux qui ont parlé des affects avant Spinoza. Donc on en revient à ce que je disais tout à l'heure. Spinoza sait très bien qu'il n'arrive pas sur un terrain vierge de toute théorie. Il y en a d'autres qui ont écrit avant lui. Ceux qui le lisent ont lu ceux-là avant, et donc il importe de prendre position là-dessus. Donc ceux qui ont écrit sur les affects et la conduite de la vie humaine, a remarqué que l'objet de ceux qui ont écrit avant Spinoza semble être double. Il y a à la fois les affects et la conduite de la vie. Disons rapidement, ce que vous appellerions la psychologie et ce que vous appellerions maintenant la morale ou l'éthique. Donc apparemment, dans ce discours traditionnel dont Spinoza hérite, il y a à la fois une description, voire une explication des passions, et des conseils sur la façon dont on doit guider sa vie. Quel est le lien entre les deux? Il va être indiqué un peu plus bas, j'anticipe. Conduire sa vie, ça va être gouverner ses passions. Donc le lien, c'est le lien de domination que l'homme exerce sur cette partie de lui-même que sont les affects. Ou, pour le dire autrement, les affects ne sont décrits que dans le cadre d'un appel à les gouverner. Est-ce que l'établissement de tels liens est répréhensible? Apparemment pas, puisque au fond, c'est ce que Spinoza va faire lui aussi. Sauf que lui va comprendre ce lien d'une toute autre façon. En effet, ceux qui ont écrit sur les affects et la vie humaine semblent pour la plupart traiter non de choses naturelles, mais de choses qui sont de la nature. C'est là qu'est le point d'attaque de Spinoza. Ses adversaires, non seulement parlent des affects, ce qu'il va faire aussi, non seulement parlent de la conduite de la vie, ce qu'il va faire aussi, non seulement font un lien entre les deux, mais ils établissent ce lien sur une illusion. Et cette illusion, ce serait la suivante, qu'il y a une part de la vie humaine qui échappe aux lois naturelles. C'est-à-dire que pour eux, on ne peut gouverner ses affects parce que finalement, le rapport de l'homme à ses affects n'est pas le même que le rapport des corps physiques à la loi de la chute des corps,
ou que le rapport des astres ou de la pluie et de la grêle aux lois de la cosmologie ou de la météorologie. Dans un cas, dans le cas des corps physiques, il y a un rapport de nécessité, qui est marqué par le fait qu'on n'échappe pas aux lois naturelles, et dans l'autre, il y aurait soit une absence de nécessité, soit une nécessité seulement locale ou relative. Alors, la phrase suivante, Spinoza explicite cette position de ses adversaires, ou plutôt de ses prédécesseurs. En vérité, on dirait qu'ils conçoivent l'homme dans la nature, alors aussi toujours cette phrase, comme un empire dans un empire, mais l'expression exacte, c'est imperium in imperio. Imperium, c'est le terme que tous les théoriciens politiques et l'âge classique, y compris Spinoza, utilisent pour désigner l'État. Donc, la traduction mot à mot serait « Ils conçoivent l'homme dans la nature comme un État dans l'État ». C'est-à-dire, au fond, comme une faction, comme un parti qui s'affranchit des règles communes de la société civile, pour filer la métaphore. Donc si l'État qu'est la nature se caractérise par ses lois, cet État dans l'État qu'est l'homme se caractérise par une infraction à ces lois qui serait l'existence d'une autonomie ou de lois propres. Il croit en effet que l'homme trouble l'ordre de la nature plutôt qu'il ne le suit, qu'il a sur ses propres actions un pouvoir absolu et ne tire que de lui-même sa détermination. Donc, trois caractéristiques, mais qui s'enchaînent. Il y a un ordre de la nature, c'est une autre façon de désigner l'ensemble des lois, mais l'homme, d'après les prédécesseurs de Spinoza, non seulement serait extérieur à cet ordre, à ces lois, mais en outre le troublerait. Alors, il faut souligner ce verbe troubler, perturbare, qui le perturbe, parce que bien entendu, il y a un jugement de valeur dans le verbe. Il ne s'agit pas simplement de dire que par ses affects, l'homme se met en dehors de l'ordre naturel, mais dire qu'au fond, l'ordre naturel fonctionnerait très bien sans les affects humains, et que les affects sont au fond une sorte d'injure à cet ordre naturel. Donc ce n'est pas seulement qu'ils sont en dehors, c'est aussi qu'ils sont contre. Autrement dit, premier aspect de la vision qu'ont les philosophes ou les théologiens ou les moralistes de la place de l'homme dans la nature, l'homme est en quelque sorte en situation de vice ou de péché par rapport à l'ordre naturel. Il y a un ordre naturel qui marcherait bien sans ses passions, et ces passions viennent déranger cet ordre. Deuxième aspect maintenant, il a sur ses propres actions un pouvoir absolu, et ne tire que de lui-même sa détermination. Donc il a un pouvoir absolu, ça veut dire que s'il veut échapper à ses passions, il le peut, donc il possède un libre arbitre total, quel que soit le nom qu'on donne à ce pouvoir, et il ne tire que lui-même sa détermination. Ça signifie qu'il n'obéit pas à des lois extérieures à lui. Alors bien entendu, tout le monde est d'accord sur le fait que sur le plan physique, l'homme obéit à des lois extérieures. S'il décide de sortir de chez lui par la fenêtre et non pas par l'escalier, il va évidemment tomber comme n'importe quel corps physique. Mais en revanche, en ce qui concerne sa loi psychologique, on admet que là, il n'obéit pas à des lois naturelles extérieures. Donc, d'un côté, s'il se laisse aller à des passions, c'est justement parce qu'il se laisse aller, c'est une détermination interne. Donc s'il cède à la colère, à la jalousie, à la haine, ou à l'avarice, ou à la luxure, c'est de sa faute, et non pas l'effet de loi naturelle. Et d'autre part, comme sa détermination ne vient que de lui, qu'il a un pouvoir absolu sur lui-même, il peut décider de ne plus y céder. Donc l'ivrogne peut décider de cesser de boire, le luxurieux peut décider de choisir un autre chemin dans la vie, et l'ambitieux peut décider d'arrêter son ambition.
Donc cette détermination interne, ce pouvoir absolu de l'homme sur lui-même, a donc deux effets. Ce pouvoir imaginaire, bien entendu, a deux effets imaginaires. Premièrement, le fait que les passions ne s'expliquent pas par des causes naturelles, mais seulement par le consentement, c'est-à-dire le vice ou le péché de l'homme. Et deuxièmement, le fait que le gouvernement des passions, la victoire sur les passions, puisqu'elles sont mauvaises, il faut les éliminer, ne dépend là aussi que de l'homme lui-même. Donc aussi bien sur le plan négatif que sur le plan positif, tout semble s'enraciner dans l'homme lui-même et rejeter toute idée de loi extérieure. Alors on pourrait dire, mais si c'est si facile que cela de ne pas se laisser aller au vice et de conduire sa vie de façon droite et sans hésitation, pourquoi est-ce que l'expérience nous montre que c'est le contraire qui se passe? Nous voyons bien que dans la vie courante, les hommes sont déchirés et impuissants. Bien entendu, aussi bien Spinoza que ses prédécesseurs sont d'accord sur ces constatations. Tout le monde est d'accord sur le fait d'expérience, le double fait d'expérience, qui est d'une part le déchirement et d'autre part l'impuissance. Les hommes ne font pas ce qu'ils voudraient, ils prennent de bonnes résolutions mais ils ne les appliquent pas. Et d'autre part, ils sont déchirés par les passions, soit simultanément, soit successivement. Simultanément, ils peuvent détester et aimer le même objet. Successivement, ils peuvent d'abord aimer un objet, puis le détester. Exemple, celui qui est cité au début du traité théologico-politique, on peut inciter la foule à adorer son souverain, et quelques mois après, l'inciter à le massacrer en le méprisant et le haïssant comme la pire des horreurs. Cette variation des foules, mais qui est aussi la variation des individus qui composent la foule, est une constante du discours moral. Donc là aussi, sur la question de ce que l'expérience nous enseigne, à savoir l'inconstance et l'impuissance des hommes, en proie aux passions, Spinoza n'ajoute rien à la tradition. Et il s'agit là d'une tradition beaucoup plus ancienne que la tradition physique. Au fond, on pourrait dire que dans cette préface, Spinoza s'appuie sur deux traditions, s'appuie en les critiquant sur deux traditions. Une tradition récente, qui est celle qu'il y a des lois de nature, on pourrait dire que c'est la tradition liée à la découverte de nouvelles physiques, de nouvelles philosophies, et une tradition plus ancienne, concernant non pas le monde physique, mais le monde psychologique, qui est l'impuissance et l'inconstance humaine. La faiblesse des hommes, ou, on pourrait dire autrement, la servitude humaine. Donc tout le monde l'a constaté, Spinoza le constate aussi. Il dit à ses prédécesseurs, là-dessus je suis d'accord avec vous. Là où je ne suis pas d'accord, c'est sur les causes à assigner à cette impuissance et cette inconstance. Donc je lis la phrase suivante, ils, c'est-à-dire ceux qui ont décrit jusqu'ici sur les affects, cherchent donc la cause de l'impuissance et de l'inconstance humaine, non dans la puissance commune de la nature, sous-entendu ce que Spinoza fera, mais dans je ne sais quel vice de la nature humaine, et pour cette raison, il pleure à son sujet, il la raille, il la méprise, ou le plus souvent, il la déteste. Donc, l'explication par la tradition philosophique tourne court, dans la mesure où l'explication ne se fait pas par des causes positives, mais par des causes négatives, un vice de la nature, c'est-à-dire au fond un non-être, une absence, mais un vice qui est en même temps déprécié dans un jugement de valeur. C'est une absence ou un défaut, mais qui est considéré comme un défaut au sens moral, donc comme un mal. Et à partir du moment où le discours de la tradition philosophique verse dans le jugement de valeur, l'explication va céder la place à ce qu'il appelle pleurer, railler, mépriser, détester, c'est-à-dire à des discours évaluatifs ou à des comportements évaluatifs. La mélancolie, pleurer, la satire, railler, mépriser, et la haine théologique, détester. Donc le terrain
est désormais prêt pour que la recherche des causes fasse place à une théologie morale. D'où, qui sait le plus éloquemment et le plus subtilement censurer l'impuissance de l'âme humaine est tenu pour divin. Alors, ce texte, l'analyse des affects comme des vices, et l'opposition entre les expliquer d'un côté, les railler et les mépriser, ou les censurer de l'autre, est exactement parallèle à un texte que Spinoza écrira dans les 2 années qui suivent la rédaction de l'éthique, c'est-à-dire le début du traité politique. Le chapitre 1 du traité politique, qui va dire commencer par une sorte de résumé de l'éthique, commence en disant que jusqu'ici, les philosophes n'ont pas pu comprendre la nature humaine. Et c'est pourquoi ils n'ont pas compris la politique. Donc ici, il nous dit les philosophes n'ont pas compris la nature humaine, et c'est pourquoi ils n'ont pas compris ni la psychologie ni la morale. Dans le traité politique, il nous dira ils n'ont pas compris la nature humaine, et c'est pourquoi ils n'ont pas compris la politique. Donc il y a bien une règle générale qui gouverne l'attitude de la tradition philosophique pré-spinoziste, et c'est la substitution de la mélancolie, de la satire et de la censure à la recherche des causes. Et dans le traité politique, on trouve même l'équivalent de la fin de la phrase « Celui qui sait le mieux censurer l'impuissance de l'âme humaine est censé faire œuvre divine ». Autrement dit, on se rapproche de Dieu, non pas en comprenant la nature, mais en la condamnant. Alors, remarquez que dans ces 4 ou 5 premières phrases, Spinoza ne décrit pas de façon thématisée sa propre conception. Il se contente de décrire l'attitude de la tradition philosophique jusqu'à lui. Mais sa propre conception, on peut commencer à la voir à la fois en inversant un certain nombre de verbes, et puis en prenant appui sur les 2 mentions positives qui renvoient à sa propre conceptualité. Dans la première phrase, tout ce qui tourne autour du terme nature, les choses naturelles se développent suivant les lois communes de la nature, et sous-entendu toutes les choses naturelles, y compris les affects. Et ça va être ça la différence spinoziste dans les affects. La deuxième mention, c'est chercher la cause de l'impuissance de l'inconstance humaine dans la puissance commune de la nature. Donc de nouveau le terme nature, mais cette fois, le terme de chose et le terme de loi sont remplacés au terme de puissance. C'est important parce qu'ici, la puissance de la nature est ce qu'il y a derrière la supposée impuissance humaine. Donc cette impuissance dont on se plaint tant, elle n'est sans doute impuissance que sous le regard humain, mais ce qu'elle traduit, c'est de la puissance, c'est-à-dire le jeu des effets produits par les lois de la nature. Donc, nous pouvons regarder par exemple l'ivrognerie comme un vice, le fait que l'ivrogne n'arrive pas à se tenir à ses bonnes résolutions, qu'il n'arrive pas à suivre la loi morale qui dit qu'il faudrait se mettre soi-même, mais en même temps, nous pouvons regarder l'effet en lui de l'ivrognerie comme l'effet au fond de n'importe quelle maladie physique, avoir la rougeole ou avoir la varicelle, c'est, on le dirait maintenant autrement que le disait Spinoza, l'effet d'un certain nombre de virus, de microbes, c'est-à-dire le fonctionnement positif et réel d'un certain nombre de lois de la nature. Donc c'est bien l'effet de la puissance de la nature. Même si pour nous, les effets de cette puissance sont dommageables. Donc toute cette première partie de la préface, au fond, oppose 2 conceptions de la nature, 2 conceptions des affects. L'un qui voit les affects comme un effet de la puissance des lois naturelles, l'autre qui les voit au contraire comme un accroc, une faille à l'intérieur d'un ordre nature où l'homme sera un état dans l'état. Alors si on s'arrêtait là, on aurait l'impression qu'aux yeux de Spinoza, cette tradition philosophique qui le précède
est homogène, uniforme, que tout le monde a dit cela. Précisément, ça n'est pas tout à fait le cas. Donc, dans un deuxième temps, il va faire une réserve en remarquant qu'il a quand même quelques prédécesseurs qui sont allés plus loin que cette simple tradition, mais ils ne sont pas allés jusqu'au bout. Et ces prédécesseurs, au fond, sont de deux ordres, je pense. D'un côté, ceux qui ont écrit des choses un peu plus réalistes que les autres sur la conduite de la vie, et de l'autre, ceux qui, comme Descartes, ont essayé d'analyser réellement les causes des affects, mais sans être cohérents dans cette démarche. Je lis. Certes, n'ont pas manqué les hommes éminents, au labeur et à l'industrie desquels nous avons de voir beaucoup. Donc remarquez que ici, Spinoza ne prétend pas se placer sur la position que, par exemple, on attribue usuellement aux cartésiens, consiste à dire il n'y avait rien avant moi, nemo ante me. Au contraire, Spinoza admet qu'il y avait des choses avant lui, même des choses positives, pas simplement des illusions de l'imaginaire. Simplement, ces choses positives n'ont pas épuisé le sujet, et d'une certaine façon n'ont pas fait avancer suffisamment la question, parce qu'elles ne se sont pas placées sur l'analyse de la continuité sur le terrain, qu'est l'analyse de la continuité naturelle. Donc, il est forcé de reprendre ces héritages positifs en les plaçant sur son propre terrain. Donc là où il peut dire réellement nemo ante me, personne avant moi, c'est pour ce qui est du changement de terrain. Donc certes, n'ont pas manqué les hommes éminents, au labeur et à l'industrie desquels nous avons de voir beaucoup, pour écrire sur la conduite droite de la vie beaucoup de belles choses et donner aux mortels des conseils pleins de prudence. Donc la prudence est apparemment un mode de conseil qui est distinct de l'illusion. À côté de la satire, de la mélancolie et de la détestation, il peut avoir existé un discours prudent qui n'a donc pas trop cédé au charme de l'imaginaire ou de la condamnation des affects comme vices, et qui a pu indiquer ce que Spinoza appellera dans la suite des dictamina rationis, des préceptes de la raison. Spinoza ne nomme personne ici, mais on peut se demander à qui il pense. Il pense certainement à toute une partie de l'héritage moral, mais dans d'autres textes, il cite par exemple dans la Bible les passages qui sont attribués à Salomon, c'est-à-dire les proverbes notamment, ou l'Ecclésiaste. Donc une partie de la littérature, ce qu'on appelle maintenant la littérature sapientiale. Bon, visiblement, à ses yeux, il y a dedans d'excellents dictamina rationis. Et puis, on peut en trouver aussi dans ce que la littérature latine a pu transmettre comme héritage moral. Il ne se fera pas faute de la citer quand il en éprouvera le besoin. Simplement, cet héritage partiel se limite à l'analyse de la conduite, c'est-à-dire à la deuxième partie de ce que Spinoza entreprend de faire. La première partie, c'est-à-dire l'analyse des affects, l'analyse de la nature des affects, elle l'ignore. Je cite. Donc ils ont écrit beaucoup de choses sur la conduite droite, ils ont donné de bons conseils, plein de prudence, mais quant à déterminer la nature et les forces des affects, et ce que peut l'âme de son côté pour les gouverner, nul que je sache ne l'a fait. Donc, Spinoza peut se reconnaître un héritage du côté des dictamina rationis, du côté de la tradition de la prudence, même si quant à lui est amené à reformuler autrement ces dictamina. Mais en revanche, là où il innove, c'est en analysant la nature et les forces des affects, et du coup, puisque c'en est la conséquence, ce que peut l'âme pour les gouverner.
Donc vous voyez qu'il veut faire, au fond, la même chose que ce qu'a fait la tradition philosophique, gouverner les affects. Mais simplement, cette fois, le gouvernement des affects sera fondé non pas sur leur condamnation, mais sur leur connaissance. Alors ici vient la deuxième réserve. Un lecteur cartésien pourrait lui dire « mais c'est très bien tout ce que vous dites là, mais il y a déjà quelqu'un qui a fait ça avant vous, c'est M. Descartes, qui dans les Passions de l'âme a montré, non seulement d'excellents conseils de prudence, mais a montré ce qu'était la nature des passions, et a fondé sur la connaissance de cette nature des passions les règles pour les gouverner. » Donc Spinoza va prendre en compte cette objection supposée, mais elle est supposée dans son texte, mais c'est évidemment l'objection que lui ferait tout lecteur cartésien, c'est-à-dire la majorité de ses lecteurs. À la vérité, le très célèbre Descartes, c'est déjà mauvais signe, qui commence en disant le très célèbre Descartes, cette espèce de concession à la renommée, une sorte de consentement universel, c'est-à-dire précisément à ce que Descartes refuse. Ça laisse présager que sur le reste, il ne fera pas beaucoup de concessions. À la vérité, le très célèbre Descartes, bien qu'il ait admis le pouvoir absolu de l'âme sur ses actions, a tenté, je le sais, d'expliquer les affects humains par leur première cause et de montrer en même temps par quelle voie l'âme peut prendre sur les affects un empire absolu. Voilà. Remarquez que la réfutation de Descartes est déjà en germe dans l'exposition de sa thèse. On pourrait croire en effet que Spinoza dit « Descartes a fait la même chose que moi ». Il a voulu expliquer les affects par première cause, moi aussi, et il a tenté de montrer par quelle voie l'âme peut prendre sur les affects un certain gouvernement, moi aussi. Sauf qu'il ne dit pas un certain gouvernement, il dit un empire absolu, imperium absolutum, et il ajoute entre parenthèses, il a essayé d'expliquer, bien qu'il ait admis le pouvoir absolu de l'âme sur ses actions. Donc, par deux fois, la différence entre Descartes et Spinoza est indiquée par ce mot absolu. Le pouvoir absolu sur les actions, l'empire absolu sur les passions. Donc ce qui va distinguer Spinoza de Descartes, c'est premièrement que à ses yeux, l'analyse réelle des affects interdit de croire à l'existence d'un pouvoir absolu de l'âme. Et puisque c'est interdit, ça veut dire qu'à ses yeux, Descartes a essayé dans le traité Passion de faire deux choses contradictoires. C'est-à-dire de concilier une certaine analyse causale et l'illusion du pouvoir absolu de l'âme. Donc ce que va faire Spinoza, c'est de débarrasser l'analyse causale de cette illusion de pouvoir absolu. Et d'autre part, certes, la cinquième partie de l'éthique montrera quel est le pouvoir de l'âme sur les passions, c'est ce que Spinoza appellera la liberté humaine, par opposition à la servitude qui est représentée par l'inconstance et l'impuissance. Mais cette liberté est toute relative. Le pouvoir de l'âme sur les affects n'est pas absolu. Donc on pourrait intituler les trois dernières parties de l'éthique « Le renoncement à l'absolu ». Donc, il a tenté ces deux choses, il a tenté de concilier l'eau et le feu, l'illusion de l'empire absolu sur les actes et les passions, et l'explication causale. Je poursuis avec la citation. Mais, à mon avis, il n'a rien montré que la pénétration de ce grand esprit, ça aussi c'est pas gentil, il a montré qu'il était très intelligent, mais cette intelligence ne l'a pas amené à concevoir la réalité. Comme je vais établir en son lieu, en fait, cet établissement se fera, comme Descartes ne sera plus cité explicitement qu'une seule fois dans la préface de l'éthique 4, cet établissement au fond, se fera par lui-même, par l'établissement positif de l'analyse spinozienne. Donc, ces deux réserves étant terminées, on revient à l'analyse de la tradition la plus lourde, la plus grossière, celle des théologiens. Pour le moment,
je veux revenir à ceux qui aiment mieux détester ou railler les affects et les actions des hommes que les connaître. Donc, on finit la parenthèse sur les hommes éminents et sur Descartes, et on revient à la première sorte de prédécesseurs qu'on a analysés, afin de faire ressortir plus purement l'opposition entre railler, détester d'un côté et connaître de l'autre. À cela, certes, il paraîtra surprenant que j'entreprenne de traiter des vices des hommes et de leurs infirmités. Remarquez que Spinoza ici reprend l'expression traditionnelle de vice ou d'infirmité. Mais il est clair qu'il ne reprend pas en même temps la charge affective ou axiologique qui va avec le terme de vice, puisque ce sont des vices permanents, c'est-à-dire des effets. Donc, au fond, il reprend le vocabulaire d'autrui, ceux qui disent les passions sont des vices, mais pour dire aussitôt que précisément ces vices n'ont aucune des caractéristiques qu'on attribue habituellement aux vices. Donc je vais traiter des vices des hommes et de leurs infinités et de leurs infirmités à la manière des géomètres, et que je veuille démontrer par un raisonnement rigoureux ce qu'ils ne cessent de proclamer contraire à la raison, voire vain, absurde et digne d'horreur. Autrement dit, ce qu'on dit habituellement au propos d'un vice, c'est qu'il est irrationnel, vain, absurde, et qu'on doit s'en écarter avec horreur. Spinoza va au contraire dire, paradoxalement, que les vices sont rationnels. Et que puisqu'ils sont rationnels, ils ne sont pas absurdes du tout. Et donc, là aussi, il y a un parallèle au début du traité politique, par une phrase empruntée à Tacite, il y aura des vices tant qu'il y aura des hommes. Mais si ce sont des vices éternels, ce ne sont plus des vices, ce sont des propriétés permanentes de la nature humaine. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est l'usage du terme raison. C'est qu'on voit ici que le terme raison est ambigu, puisque les prédécesseurs, qui sont des adversaires ici, l'utilisent également. Vous savez que Martial Guéroult ou Alexandre Materon caractérisent le spinozisme comme un rationalisme absolu. Et à mon sens, ils ont tout à fait raison d'agir ainsi, c'est une bonne définition du spinozisme. Mais ce qui peut paraître étrange ici, c'est de voir Spinoza s'opposer sur la question de la raison à des gens qui, en apparence, ont l'air de la défendre, justement. Les théologiens ou les philosophes ont l'air de dire « nous défendons la raison et nous condamnons les vices parce qu'ils sont contraires à la raison. Ils sont absurdes, ils sont vains, etc. » C'est qu'apparemment, il y a deux conceptions de la raison qui sont en jeu. Donc on n'a pas ici affaire à un rationalisme contre un irrationalisme. On a affaire à ce qu'on pourrait appeler un rationalisme absolu, la position de Spinoza, contre un autre rationalisme qui, à ses yeux, est un rationalisme imaginaire. Alors, en quoi consiste la conception de la raison des autres? Celle qui leur permet de dire que les vices sont contraires à la raison. Bien, elle est très simple. C'est que leur raison est une raison normative. Ils disent « l'homme vertueux ne se met pas en colère, l'homme vertueux ne pratique pas la haine, l'homme vertueux n'est pas jaloux. Voilà ce qu'il faut être. Il faut être sans haine, sans jalousie, sans colère. Or, je constate que certains hommes se laissent aller à la haine, à la jalousie, à la colère, donc ils vont contre la raison. Ils sont irrationnels, et donc nous devons condamner les vices. Et c'est pourquoi il ne faut pas chercher à expliquer les vices, puisqu'ils vont contre la raison, ils échappent à la raison. La raison, dans un tel rationalisme, apparaît donc comme une norme, essentiellement. Elle est une norme, c'est-à-dire que si elle est une description, elle est une description de ce que l'homme doit être, ou devrait être. Et quand il se trouve que l'homme n'est pas ce qu'il devrait être, la raison est désarmée devant lui. D'où les attitudes de condamnation, sous les différentes formes, pleurer, railler, détester. Alors, face à cette conception normative de la raison, Spinoza construit une autre conception de la raison, qui est une conception explicative. Lorsque je vois que des hommes sont en colère ou jaloux, ou ambitieux, ou luxurieux, ou avares, au lieu de mesurer la distance
qui les sépare du comportement idéal, c'est-à-dire au lieu de dire l'homme rationnel ne s'intéresse pas à l'argent, ne s'y intéresse que de façon modérée, et l'avare s'y intéresse beaucoup trop, l'homme rationnel méprise le pouvoir, l'homme passionné cherche le pouvoir, etc., etc., donc il est irrationnel. Au lieu de mesurer cette distance, qui finit par devenir une brèche impossible à colmater, Spinoza considère que la raison doit expliquer les causes positives qui produisent chez tel ou tel homme la jalousie, la colère, la luxure, l'ambition, l'avarice. Expliquer, cela veut dire deux choses. Premièrement, expliquer dans les formes générales de la nature humaine. Quoi qu'on puisse mettre sous ce nom, étant donné le nominalisme Spinoza. Mais il est clair que pour lui, l'expression de nature humaine a un sens. Il y a un certain nombre de règles de fonctionnement qui sont communes à tous les hommes. Même s'il ne définit nulle part ce que serait l'être humain, ce serait la différence absolue entre l'homme et autre chose que lui. Donc il s'agit d'abord de montrer comment, à l'intérieur des règles de fonctionnement les plus générales de la nature humaine, il y a de fait, qu'on le veuille ou non, qu'on en soit content ou non, la base physiologique et psychologique pour la colère, l'ambition, l'avarice, l'orgueil, etc., etc. C'est comment le fonctionnement même de la nature humaine reproduit la possibilité de ces passions. Autrement dit, comment ces passions ne sont pas une exception aux lois de la nature, mais sont au contraire la conséquence des lois de la nature. Et deuxièmement, comme nous constatons que les hommes ne sont pas tous uniformément jaloux, coléreux, ambitieux, avares, mais qu'il y a des avares, il y a des ambitieux, il y a des jaloux, la deuxième chose que devra faire la psychologie spinoziste sera d'expliquer pourquoi certains hommes ont plutôt certaines passions et pourquoi d'autres hommes en ont plutôt d'autres. C'est-à-dire comment chaque individu singulier fait en quelque sorte son marché, fait son choix, mais ce n'est pas du tout une question de choix au sens usuel du terme, à l'intérieur des possibilités offertes par la nature humaine. Donc un individu singulier, pour Spinoza, c'est quelqu'un qui a une complexion particulière, mais pas du tout une liberté particulière, une complexion particulière qui va mettre l'accent sur telle possibilité passionnelle plutôt que sur telle autre, ou sur telle organisation des possibilités passionnelles plutôt que sur telle autre. Alors c'est important de le noter parce que du coup, ça va expliquer pourquoi chaque individu va ressentir les passions qu'il n'a pas comme des vices insupportables. Ce qui reviendra, ça c'est un côté quasi nietzschéen de Spinoza, à dénoncer la prétendue raison des tenants de la raison normative comme étant parfois simplement l'expression publique d'un vice. Ainsi, dans le fonctionnement physio-psychologique de la nature humaine, il y a les racines de différents comportements à l'égard de l'argent. Dans la façon dont le corps et l'âme humaine fonctionnent, il y a de quoi devenir avare ou de quoi devenir dépensier. Mais chaque individu peut devenir l'un ou l'autre. Et bien entendu, l'individu qui, par son histoire propre, l'histoire de son corps, l'histoire de son âme, son milieu, est devenu avare, sera très sensible au côté irrationnel de celui qui est devenu prodigue. Donc, il dira, au nom de la raison, je condamne la prodigalité de mon voisin. Et au contraire, le voisin dira, au nom de la raison, je condamne l'avarice insupportable de mon voisin. Ce qui fait que ce discours de la raison normative, c'est très souvent le discours d'un vice condamnant un autre vice, condamnant le vice opposé. Quand ce n'est pas le discours de l'impuissance à réaliser ses propres vices. Celui qui aimerait avoir le pouvoir et qui n'y arrive pas
tient des discours méprisants sur l'ambition, sur le despotisme de ceux qui sont au sommet de l'État, etc., etc. Donc, deux formes de raison qui s'opposent, la raison normative, la raison explicative, et la possibilité pour la raison normative d'être en fait simplement la voix de la passion. Et elle condamnera d'autant plus les passions qu'elle refusera de s'avouer elle-même comme la voix de la passion. Alors maintenant, Spinoza va expliquer sa propre conception. Mais voici quelle est ma raison. Rien n'arrive dans la nature qui puisse être attribué à un vice existant en elle. Elle est toujours la même en effet. Voilà la formule qu'on attendait. Sa vertu et sa puissance d'agir est une et partout la même, c'est-à-dire les lois et les règles de la nature, conformément auxquelles tout arrive et passe d'une forme à une autre, sont partout et toujours les mêmes. Alors il faut remarquer ici la distinction que fait Spinoza entre ceux qui se transforment et ceux qui ne se transforment pas. On pourrait dire, sans se tromper, deux choses apparemment contradictoires, que l'univers spinoziste, c'est un univers des transformations perpétuelles, et aussi que c'est un univers de la perpétuelle constance. Un univers de la plus grande fixité, et un univers où toute chose se transforme en une autre, un univers perpétuellement en mouvement. Au fond, on pourrait dire que c'est à la fois un univers classique et un univers baroque. Simplement, ça n'est pas du même niveau de cet univers qu'il s'agit. Les choses de l'univers passent leur temps à se transformer. C'est ce que d'autres philosophies ont saisi sous les aspects de la contingence, du devenir ou du hasard. Mais elles se transforment perpétuellement en fonction de lois qui, elles, sont fixes. Ce qui veut dire d'ailleurs qu'elles ne se transforment pas n'importe comment. Un des discours récurrents de Spinoza, c'est le refus de la métamorphose. Les choses se transforment, mais à la différence de ce qu'on lit par exemple les métamorphoses d'Ovide, ou plus généralement dans les mythologies, ça n'est pas n'importe quoi qui se transforme en n'importe quoi. Les choses ne se transforment que selon ce que leur permettent les lois de la nature. Donc, suivant les lois de la nature telles que nous les révèle l'expérience la plus commune ou la science, on peut faire brûler du bois, donc transformer le bois en flamme, puis en cendre. On peut manger un certain nombre d'aliments et les transformer en notre corps, en nouvelle partie de notre corps, mais pas n'importe quels aliments, il y en a qui nous empoisonnent, et on ne peut pas transformer un être humain en arbre, comme on le voit dans la mythologie. Dans la mythologie, au contraire, on voit que des êtres humains, les nymphes poursuivies par les satyres, se transforment en arbre pour leur échapper, ou qu'un dieu, pour punir un être humain, le transforme en animal. C'est-à-dire que la mythologie, c'est le règne de la métamorphose, autrement dit, de la transformation sans loi. L'univers spinoziste, au contraire, c'est le règne du mouvement réglé, c'est la transformation selon des lois. C'est donc bien un univers du devenir permanent, mais du devenir permanent sous des lois constantes. Ce qui permet à Spinoza de dire dans la même phrase que la nature est partout la même, que tout arrive suivant les lois et les règles de la nature, qui sont partout et toujours les mêmes, donc il y a bien ce vocabulaire des fixités, mais qu'aussi que tout arrive et passe d'une forme à une autre. Exactement comme il a parlé plus haut de l'inconstance humaine. Au fond, l'inconstance humaine, le fait que les hommes passent de l'amour à la haine, de l'admiration au mépris, ou en politique, de l'adoration au massacre, ne sont jamais qu'un cas particulier de l'inconstance générale des phénomènes naturels. Et bien entendu, ils sont réglés par les lois exactement comme les phénomènes naturels en apparence inconstants. Je continue la lecture. Les affects donc de la haine, de la colère, de l'envie, etc., considérés en elles-mêmes, suivent de la même nécessité et de la même vertu de la nature que les autres choses singulières. Donc,
les passions humaines, haine, colère, envie, ne sont pas un royaume à part, un état à part, à côté, par exemple, des boules que l'on fait tomber sur un plat incliné dans les expériences de physique, ou des astres qui se meuvent dans l'espace, ou de la pluie et de la grêle qui viennent favoriser ou détruire les moissons. Les uns et les autres répondent à des lois, et bien entendu, les effets de ces lois peuvent nous être utiles ou dommageables. Si la grêle détruit les moissons, ou si un homme en colère ou en proie à la furie tue son voisin, dans les deux cas, il fait des choses qui nous est très nuisibles. Nous pouvons le regretter ou nous en plaindre, mais de fait, ça n'en est pas moins l'effet de lois naturelles. Et ça n'est pas en le raillant ou en le méprisant ou en le détestant que nous apprendrons à le supprimer. C'est au contraire le fait que nous connaissions les lois de la nature qui nous permettra de les utiliser à notre profit. Donc, en conséquence, ces affects, reconnaissent certaines causes par où elles sont clairement connues et ont certaines propriétés aussi dignes de connaissance que les propriétés d'une autre chose quelconque, dont la seule considération nous donne du plaisir. Alors, cette idée que tout ce qui est à connaître donne un plaisir, c'est une vieille idée philosophique. On la trouve chez Aristote au début du traité des parties animaux, et Aristote, dans ce texte, cite Héraclite, Kai ento tateus, et là aussi il y a des dieux. Vous savez, les ambassadeurs viennent visiter Héraclite, ils le trouvent non pas dans son bureau à réfléchir, mais dans les cuisines. Il dit, mais les dieux aussi sont dans les cuisines. Et Aristote commente en disant, quand on étudie l'organisme de tel ou tel insecte en apparence méprisable, on y trouve autant de satisfaction intellectuelle qu'en étudiant le cycle des astres ou tout autre phénomène merveilleux. Spinoza, au fond, reprend ce thème. Mais il le mène un peu plus loin, enfin, sinon ici, du moins ailleurs dans l'éthique, c'est-à-dire que finalement, la vertu elle-même consiste à comprendre quoi que ce soit. Alors, il n'y a pas du tout chez Spinoza, comme chez les stoïciens par exemple, d'amor fati, d'amour de la fatalité, d'amour du destin. Si la grêle détruit la moisson, ou si un de mes amis reçoit la foudre sur la tête, il y a toutes les raisons de ne pas en être content. Il n'y a pas du tout de raison de se réjouir de ces ordres de la nature. Mais en revanche, on peut se réjouir d'en comprendre les causes. Il n'y a pas chez Spinoza de réconciliation avec les effets nuisibles des choses. Ce n'est pas du tout sa question. Sa question, c'est premièrement la connaissance des causes de ces effets. Deuxièmement, le fait que cette connaissance elle-même est une vertu, même qu'elle est la suprême vertu. Et troisièmement, du fait de ce qu'on appelle, d'un terme mal choisi, le parallélisme, bien entendu, le progrès de la connaissance de ces causes s'accompagne d'un progrès au niveau des corps et de l'étendue dans leur utilisation. Je traiterai donc de la nature des affects et de leurs forces, du pouvoir de l'âme sur elle, de la même méthode, suivant la même méthode que dans les parties précédentes de Dieu et de l'âme, c'est-à-dire moré géométrico, suivant la mode des géomètres, et je considérerai les actions et les appétits humains comme s'il était question de lignes, de surface et de solide. Autrement dit, je ferai comme le géomètre et le physicien ce que j'avais déjà fait en étudiant la nature de Dieu et ses propriétés, ou la nature de l'âme et ses propriétés. Donc, qu'il s'agisse du triangle, de la chute des corps, de Dieu, de l'âme ou des affects, on étudie leur nature et leurs propriétés. Et il n'y a pas d'autre discours à tenir dessus. Bon, je vais maintenant passer rapidement sur le début du livre pour aller voir à la fin la définition générale des affects. Donc, définition, j'y reviendrai la prochaine fois. J'appelle cause adéquate celle dont on peut percevoir l'effet clairement et distinctement par elle-même. J'appelle cause inadéquate ou partielle celle dont on ne peut connaître l'effet par elle seule.
Alors, vous remarquez l'utilisation en partie d'un vocabulaire cartésien, le clair et le distinct, mais concurrencé par le vocabulaire beaucoup plus spécifiquement spinoziste de l'adéquat et de l'inadéquat. Et l'inadéquat étant synonyme de l'opposition partielle totale. Je dis que nous sommes actifs. Alors là, on va retrouver la distinction entre action et passion. Je dis que nous sommes actifs quand en nous et hors de nous, quelque chose se fait dont nous sommes la cause adéquate, c'est-à-dire quand en nous ou hors de nous, il suit de notre nature quelque chose qui se peut par elle seule connaître clairement et distinctement. Au contraire, je dis que nous sommes passifs quand il se fait en nous quelque chose ou qu'il suit de notre nature quelque chose dont nous sommes la cause que partiellement. Remarquez que cette définition, à la différence de la définition cartésienne, n'implique pas d'opposition sur le même motif, sur la même instance de l'action et de la passion. Chez Descartes, ce qui est action dans l'âme est passion dans le corps. Ce qui est passion dans l'âme est action dans le corps. Ici, au contraire, ce qui est action dans l'âme est aussi action dans le corps. Ce qui est passion d'un côté sera aussi passion dans l'autre. Troisième définition, j'entends. Alors là, la traduction d'Apune est impossible, puisqu'il traduit affectus et affectio de la même façon. Ça mène à traduire bizarrement, j'entends par affection les affections. C'est là qu'on voit que ce genre de choix ne tient pas. Alors, je ne suis pas partisan de traduire toujours le même terme par le même terme et deux termes différents par deux termes différents. Le caractère vivant d'une langue, même philosophique, qui quand même, d'une certaine façon, accroché sur la langue naturelle, interdit une équivalence exacte des termes. Mais quand il s'agit de termes techniques, et surtout de termes techniques qui se trouvent réunis dans un contexte unique, on est bien obligé de les distinguer. Donc, moi je traduis, j'entends par affect, affectus, les affections du corps, soyons même encore plus précis, les modifications du corps par lesquelles la puissance d'agir de ce corps est accrue ou diminuée, secondée ou réduite, et en même temps les idées de ces affections. Donc affectus, ça désigne deux choses, à la fois une modification dans le corps, et pas n'importe quelle modification, mais celle qui augmente ou diminue la puissance d'agir du corps, la potentia agendi. Et en même temps, l'idée de cet affect. Pardon, l'idée de cette modification. Donc l'affect est quelque chose qui a lieu à la fois du côté de l'âme et du côté du corps. Même si de fait, ensuite, dans son analyse, Spinoza produira essentiellement des descriptions et des explications qui se passent du côté de l'âme. Mais il faut bien voir que ce qui se passe du côté de l'âme a un corollaire qui s'enracine dans la disposition du corps. La preuve, les postulats. Avant de dire un postulat, je passe à l'espèce d'explication qui suit la définition 3. Quand nous pouvons être la cause adéquate de quelqu'un de ces affects, j'entends donc par affect une action, dans les autres cas, une passion. Donc le terme affect et le terme général, action et passion, sont les deux termes particuliers. L'affect où nous sommes actifs est une action, mais finalement on en parlera très peu. L'affect où nous sommes passifs est une passion. Mais il faut bien voir que la plupart des hommes sont soumis plutôt aux passions qui ne sont sujets d'action, et même les quelques-uns qui sont auteurs d'action sont la plupart du temps soumis à la passion. Donc le régime des affects, c'est en règle générale le régime des passions. À tel point que, par exemple, dans le traité politique, lorsque Spinoza prendra la peine d'expliquer les institutions d'un certain nombre de régimes bien construits, il dira toujours que ce régime doit fonctionner, que les citoyens soient soumis à la raison, c'est-à-dire aux actions, ou aux passions. Parce que, bien entendu, si un régime ne fonctionnait que par soumission à la raison, que si les citoyens sont soumis à la raison, il y aurait toutes les chances de s'écrouler. Donc il faut admettre que la plupart des hommes sont soumis aux passions. Et bien entendu, ça n'est pas irrationnel de l'admettre, au contraire. C'est un fait principal de la raison explicative de constater que la plupart des hommes ne suivent pas les règles de la raison, mais suivent l'impulsion des passions. Postulat. Alors ces postulats renvoient évidemment au postulat de la partie 2 de l'éthique et à la proposition 13 qui les précède, c'est-à-dire à l'enracinement de la distinction des âmes dans la distinction des corps. Le corps humain peut être affecté en bien des manières
peut être modifié en bien des manières, qui accroissent ou diminuent sa puissance d'agir, et aussi en d'autres qui ne rendent sa puissance d'agir ni plus grande ni moindre. Ce postulat axiome s'appuie sur le postulat 1 et les lemmes 5 et 7 qu'on voit à la suite de la proposition 13, partie 2. Autrement dit, dans la proposition 13, Spinoza a constaté l'unité de l'âme et du corps, et la petite physique et la théorie du corps humain qui la suivait, c'est-à-dire la série des postulats sur le corps humain, Spinoza avait enregistré, sans démonstration, le fait que les corps humains, premièrement, affectent beaucoup les autres corps, deuxièmement, sont beaucoup affectés par eux, et deuxièmement, ont une structure très complexe. Je disais tout à l'heure que jamais Spinoza ne donne de définition de la nature humaine. Jamais il ne dit ce qui distingue l'homme de ce qui n'est pas un homme. Il n'y a chez Spinoza rien qui distingue de façon tranchée l'homme du singe, du chien ou de la souris. Il y a quand même chose qui s'en rapproche, ce sont les postulats sur le corps humain. C'est intéressant que la seule distinction explicite chez Spinoza ne soit pas du côté de l'âme, elle soit du côté du corps. Et bien entendu, il prend la peine de dire que ce qui est distinction des corps vaut aussi comme distinction des âmes. N'empêche que la description de distinction, la description concrète, il l'a fait du côté des corps. Or, cette distinction est faite entièrement en termes de degrés et non pas de nature. Il ne dit pas ce qui distingue les hommes, c'est qu'ils possèdent telle chose que les autres animaux n'ont pas. Donc il ne dit pas l'homme est un être rationnel, ou l'homme est un être social, ou l'homme est un être qui a un langage. Et il ne dit pas non plus ce qui distingue les hommes, c'est qu'ils n'ont pas telle chose que les autres animaux ont. Il dit ce qui distingue les hommes, c'est qu'ils ont plus que les autres, ou qu'ils ont à un très haut degré telle caractéristique. Donc c'est bien une distinction de degré. Même si dans la suite, on le verra par exemple dans l'éthique 4, cette distinction de degré va engendrer au niveau du comportement des distinctions qui, elles, seront strictement qualitatives. À l'égard des autres hommes, nous devons fonder des relations sur la concorde. À l'égard des animaux, nous pouvons fonder nos relations sur l'usage. C'est bien une différence qualitative. Mais en revanche, dans les postulats concernant le corps humain, on apprend simplement que il est affecté par les autres à un plus haut degré, il affecte les autres à un très haut degré, et il est très complexe et formé de sous-parties qui sont elles-mêmes très complexes. Autrement dit, la différence des hommes par rapport aux autres êtres, s'il y en a, c'est qu'ils ont une très grande complexité interne qui leur permet beaucoup de relations externes. Bien entendu, il y a un lien entre la complexité de l'intérieur et le fait d'affecter et être affecté. C'est parce que la pierre ou l'amibe est un être relativement simple du point de vue interne qu'il ne peut que très peu modifier les corps extérieurs et très peu être modifié par eux. Qu'est-ce que peut une pierre? Elle peut casser un être plus faible qu'elle, un être plus fragile qu'elle, et elle peut être cassée par lui, ou elle peut être réduite en poudre. Et puis c'est tout. C'est un champ d'action et un champ de passion extrêmement limité. Alors que les hommes, on peut leur faire des tas d'autres choses, agréables et désagréables, ils peuvent faire aux autres, eux aussi, des tas d'autres choses. Et bien entendu, ça tient au fait qu'ils ont une structure interne extrêmement complexe. Or, ce sont ces postulats qui sont convoqués ici. Donc le corps humain peut être affecté en bien des manières qui accroissent ou diminuent sa puissance d'agir, et aussi en d'autres qui ne rendent sa puissance d'agir ni plus grande ni moindre. Donc, tout ce qu'il va y avoir de spécifique dans la psychologie humaine, et qu'on ne va pas trouver chez le chien, encore moins chez l'amibe et encore moins chez le caillou, ça va être dû à cette multiplicité de façons d'affecter et d'être affecté. Et sonner au passant, ça veut dire que les animaux qui sont presque aussi complexes que l'homme pourront avoir eux aussi une psychologie presque aussi complexe, ils pourront avoir des actions et des passions. Simplement, celles de l'homme seront encore plus complexes. Postulat 2, le corps humain peut éprouver un grand nombre de modifications, ça ne nous dit strictement rien de plus que le postulat 1, et retenir néanmoins les impressions ou traces des objets, et conséquemment les mêmes images des choses.
Et ça, c'est l'autre caractéristique du corps humain qui est énoncée dans les postulats de la partie 2. C'est que le corps humain garde des traces. Si j'approche mon doigt d'une flamme, il m'arrive en fait deux choses. Premièrement, ça détruit une partie de mon corps. Et en même temps, je ressens une douleur, qui est le corollaire dans la mens, dans l'âme, de ce qui se passe dans le corps. Et deuxièmement, il reste, dans certaines parties du corps humain, on dirait maintenant dans le système nerveux, dans le cerveau, dans les neurones, une trace de ce qui s'est passé. C'est-à-dire que le lendemain, alors que je ne me brûle plus, si je vois une flamme de loin, je me souviens que je me suis brûlé. Et même, si je ne m'en souviens pas explicitement, si je vois une flamme, je m'écarte. C'est-à-dire que mon comportement peut être dicté non seulement par ce qui m'arrive dans le présent, mais aussi par les vestiges laissés dans mon corps, par ce qui s'y est passé jadis. Là aussi, certains autres êtres peuvent avoir cette caractéristique. Chat échaudé craint l'eau froide, mais pas tous. La pierre n'a pas de mémoire. Ce qui caractérisera le corps humain, c'est peut-être qu'il a plus de mémoire que les autres. Ou plutôt plus de vestiges que les autres, et donc que son âme a plus de mémoire. Donc vous voyez que par deux fois, dans les deux postulats, l'enracinement de la psychologie du côté de l'âme se fait dans les caractéristiques propres du corps humain, la multiplicité des relations d'une part, la possibilité des vestiges, donc de la mémoire, de l'autre. Et que l'un et l'autre de ces postulats s'appuient sur les postulats de la deuxième partie. Bon, maintenant, je saute le système de proposition et de Scully qui suit, et je vais directement à la fin de cette partie. C'est page 215 dans l'édition GF. Donc, on a eu 48 définitions particulières des affects, et ensuite Spinoza donne une définition générale. Définition générale des affects. Une affection, un affect, dit passion de l'âme, et cette fois il dit pas passio, il dit pathéma, il utilise la variante latine d'un terme grec. Un affect, dit passion de l'âme, est une idée confuse. Vous remarquez de nouveau un vocabulaire d'origine cartésienne, mais qui est approprié par Spinoza. L'idée confuse, c'est le contraire de l'idée claire et distincte. Donc remarquez qu'ici, ce qui l'intéresse dans les affects, c'est la catégorie la plus générale des affects, c'est-à-dire la passion. Il ne s'agit pas ici de définir l'action. Un affect, dit passion de l'âme, est une idée confuse, par laquelle l'âme affirme une forme d'exister de son corps, ou d'une partie de celui-ci, plus grande ou moindre qu'auparavant, et par la présence de laquelle l'âme elle-même est déterminée à penser à telle chose plutôt qu'à telle autre. Alors, il vaut la peine de s'attarder une seconde sur cette définition, c'est d'ailleurs ce que fait Spinoza dans la longue explication qui suit. Première chose à remarquer, il dit « affirme ». Donc, alors que dans cette définition, il ne regarde pas les affects en général, mais seulement les affects passifs, il faut noter que même un affect passif est quelque chose d'affirmatif. Alors, premièrement, un affect est une idée, puisque chez Spinoza, tous les modes de la pensée sont des idées. Donc, il n'y a pas de différence de fond entre connaissance et affectivité. Deuxièmement, c'est une idée affirmative. Autrement dit, même quand je suis en colère ou je suis triste ou que je me repens, j'affirme quelque chose. Comme l'âme est l'idée du corps, c'était montré dans la partie 2, une idée qui est une modification interne de l'âme est l'idée de quelque chose qui se passe dans le corps. Donc l'affect est une idée affirmative qui est affirmative au sens qu'elle affirme une certaine forme d'exister du côté du corps. Plus grande ou moindre, ça on l'avait vu dans la définition. Autrement dit, ces affects sont des affects qui enregistrent, sont des idées qui enregistrent des transitions à l'intérieur du corps.
et par la présence de laquelle, donc par la présence de cette idée, l'âme elle-même est déterminée à penser à telle chose plutôt qu'à telle autre. Alors remarquez que ce qui se passe dans l'âme, la naissance de cette idée qu'est l'affect, a certainement des causes. Ces causes, ce n'est pas ce qui se passe dans le corps. Ce que je viens de dire sur les postulats concernant le corps humain pourrait le faire croire, mais non. On peut avoir l'impression que Spinoza explique ce qui se passe dans l'âme par ce qui se passe dans le corps. En réalité, il décrit ce qui se passe dans l'âme grâce à ce qui se passe dans le corps, mais l'explication, c'est la même cause, à savoir ce qui arrive à un individu, aussi bien sur le plan de l'âme que sur le plan du corps. Donc cette idée qu'elle affecte a une cause, mais elle a aussi des conséquences. Elle pousse l'âme à se tourner vers telle chose plutôt que telle autre. Alors si je compare cette définition de l'affect avec celle qu'on trouvait au début, celle qu'on vient de lire au début de Éthique 3, je constate qu'au début de Éthique 3, l'affect est donné comme quelque chose qui se passe à la fois dans le corps et dans l'âme. J'entends par définition 3, j'entends par affect les affections du corps et en même temps les idées de ces affections. Ici, on a l'impression que la définition est plus restreinte, elle définit seulement ce qui se passe dans l'âme en relation avec quelque chose qui est dans le corps. Alors, est-ce que Spinoza se contredit? Est-ce que d'un côté, l'affect, c'est quelque chose qui concerne à la fois le corps et l'âme, alors que de l'autre, ça serait quelque chose qui concerne seulement le corps dans son rapport à l'âme? Alors, en fait, Spinoza ne se contredit pas du tout, parce que, bien entendu, dans les deux cas, l'âme et le corps sont concernés. Mais dans la première définition, on n'avait pas encore analysé, on n'avait pas encore parcouru le long itinéraire de la description des affects. L'attention ne portait pas sur ce qui se passait dans l'âme. Elle portait sur ce qu'on connaissait, c'est-à-dire justement, grâce au postulat du corps humain, sur le corps humain, la multiplicité des relations et la structure interne du corps. Donc, du fait que l'attention du lecteur était plus attirée sur cet enracinement corporel de l'affect, il était logique que Spinoza définisse l'affect à partir de cet enracinement corporel, c'est-à-dire comme modification du corps, et en même temps comme idée de cette modification. 40 pages plus loin, ou 50 pages plus loin, on a décrit ce qui se passe à l'intérieur de l'âme chaque fois qu'il y a colère, jalousie, haine, etc., etc. Donc désormais, on a vu les passions du côté de l'idée, et en tant qu'idée confuse. Donc la nouvelle définition qui est donnée, la définition générale des affects, elle énonce toujours qu'il se passe quelque chose dans l'âme et qu'il se passe quelque chose dans le corps, en même temps. Sauf que cette fois, précisément, du fait qu'on est maintenant du côté des affects psychologiques, il est plus logique d'énoncer cette définition du côté de l'âme. Mais tout en rappelant que ce qui se passe du côté de l'âme, c'est d'affirmer la puissance du corps. Alors évidemment, si on isole une de ces deux définitions, on peut, dans un premier temps, lire Spinoza comme un auteur parfaitement matérialiste, à condition de croire que ce qui est énoncé entre la définition 3 et les deux postulats, c'est un rapport causal. Si on lit comme un rapport causal, à ce moment-là, effectivement, il se passe quelque chose dans le corps qui produit les affects dans l'âme. Donc on a une psychologie matérialiste, et Spinoza se prête tout à fait à être lu comme ça. Si on isole au contraire la définition générale des affects qui est à la fin, on va au contraire produire une psychologie parfaitement spiritualiste, puisqu'on croira que c'est au contraire ce qui se passe du côté de l'âme qui est autonome, et tellement autonome qu'il produit ce qui se passe dans le corps. Mais en fait, du point de vue strictement spinoziste, ces deux interprétations sont fausses, ou plutôt unilatérales, puisque pour Spinoza, ce qui se passe, c'est à la fois une modification dans l'âme et une modification dans le corps.
Bien entendu, on a toujours le droit de donner une lecture matérialiste ou une lecture spiritualiste d'un auteur. Il faut, à condition qu'il y ait un enracinement dans le texte. Il faut voir qu'ici, il y a de fait l'enracinement dans le texte. Simplement, à chaque fois, on sera amené à insister sur un plan sur un autre. On peut également dire que par rapport à la psychologie traditionnelle, qui, elle, analysait les sentiments de l'âme plutôt comme chose de purement intérieur à l'âme, ou comme dans un rapport entre l'âme et une loi morale ou théologique externe, le simple fait de tenir la balance égale comme fait Spinoza est déjà, au fond, une certaine affirmation matérialiste. Disons, si on le lit de façon controversiale, le fait de tenir les deux côtés à la fois est déjà une position matérialiste par rapport à cette tradition. Mais le fait, Spinoza ne le voit pas comme ça, bien entendu. Et j'ajoute pour ceux qui l'ont oublié que les termes matérialiste et idéaliste, en ce sens, sont postérieurs à Spinoza. Il y a une histoire du lexique philosophique. L'utilisation de termes matérialiste et idéaliste pour désigner deux positions philosophiques opposées, elle remonte à peu près à Leibniz. Enfin, elle remonte à Leibniz, certainement même. Et donc après Leibniz, on peut l'utiliser sans scrupule. Avant, il faut toujours savoir qu'on est en train de projeter une terminologie qui est postérieure à l'auteur qu'on utilise, même si le mot existe. Je passe maintenant à l'explication que donne Spinoza. Je dis en premier lieu qu'un affect ou passion de l'âme est une idée confuse. Donc il utilise ce terme confus qu'il n'avait pas utilisé dans la définition initiale, alors qu'il utilise son contraire, clair et distinct. Nous avons en effet montré que l'âme est passive en tant seulement qu'à des idées inadéquates ou confuses. Donc, au fond, l'explicitation est donnée par l'équivalence entre le terme spinoziste inadéquat et le terme cartésien confus. Je dis ensuite, par laquelle l'âme affirme une force d'exister de son corps ou d'une partie de celui-ci, plus grande ou moindre qu'auparavant. Toutes les idées de corps que nous avons indiquent plutôt en effet l'état actuel de notre corps que la nature du corps extérieur. Et celle qui constitue la force d'un affect doit indiquer ou exprimer l'état qu'a le corps ou de ses parties, par suite de ce que sa puissance d'agir ou sa force d'exister est accrue ou diminuée, secondée ou réduite. Autrement dit, quand il y a un heurt, une rencontre entre notre corps et le corps externe, l'affect ne renvoie pas à ce qui se passe dans le corps externe, même si nous le constatons là aussi de façon extérieure. De façon interne, c'est la modification de notre corps que nous sentons. Nous ne sentons pas le corps externe, nous ne sentons pas non plus notre corps lui-même en ce qu'il est réellement. Ce que nous sentons réellement, c'est la modification, c'est-à-dire l'effet de la rencontre. Donc exactement comme quand je me brûle sur une flamme, ça ne me donne ni une connaissance réelle de la flamme, ni une connaissance de la biologie de mon corps, ça me donne un effet de la rencontre entre les deux. De même, quand j'ai été candidat à une élection et que j'ai été battu, ou quand j'ai été amoureux et qu'on n'a pas voulu de moi, ce qui se reflète dans mon âme à ce moment-là, ce n'est ni une analyse réelle des raisons pour lesquelles moi ou mon parti avons été battus, ni une analyse réelle des forces du parti adverse, même chose sur le plan amoureux, c'est une analyse c'est un effet immédiat, plutôt un corollaire immédiat de l'effet de la rencontre entre les deux. Autrement dit, c'est un effet largement imaginaire. Il y en a une image dans mon corps, et il y a l'idée illusoire de cette image dans mon âme. On doit noter toutefois que si je dis la force d'exister plus grande ou moindre qu'auparavant, je n'entends pas par là que l'âme compare l'état présent du corps avec le passé. Autrement dit, il ne s'agit pas d'une comparaison consciente. Il ne s'agit pas d'un effet rationnel. Je ne me dis pas, mon corps avait une forte puissance d'agir ce matin, je suis passé sous une échelle, j'ai reçu un saut dans la figure, ma puissance d'agir a beaucoup diminué, donc je suis triste. Mais non, le donc est en trop. Je suis triste automatiquement après ce changement. Donc ce qui se passe dans mon âme est un corollaire immédiat de ce qui se passe dans mon corps. L'idée constituant la forme de l'affect affirme du corps quelque chose qui enveloppe effectivement plus ou moins de réalité qu'auparavant. Donc il y a un changement
de réalité ou de perfection dans le corps, et l'âme affirme ce changement en même temps. Elle ne le calcule pas. Et comme l'essence du corps consiste en ce qu'elle affirme l'existence actuelle de son... Pardon, et comme l'essence de l'âme consiste en ce qu'elle affirme l'existence actuelle de son corps, et que par perfection nous entendons l'essence même d'une chose, il suit donc que l'âme passe à une perfection plus grande ou moindre quand il lui arrive d'affirmer de son corps ou d'une partie de celui-ci quelque chose qui enveloppe plus ou moins de réalité qu'auparavant. Autrement dit, la perfection d'une âme est strictement corollaire de la perfection du corps. Donc on a là la racine de la critique spinoziste de l'ascétisme. Ça n'est pas en réprimant son corps ou en le rendant plus imparfait ou en lui donnant moins de réalité que l'âme va devenir plus parfaite. C'est le contraire. Ce qui arrive à l'âme est parallèle à ce qui arrive au corps. Donc plus le corps devient parfait, plus l'âme devient parfaite. Alors, je souligne cette remarque de Spinoza parce qu'on pourrait dire qu'il y a tout au long de l'éthique comme un fil rouge qui court depuis Éthique 2, en reliant la proposition 13 de Éthique 2, le lien de l'âme et du corps, à cette remarque ici, la perfection commune de l'âme et du corps, à des remarques que nous retrouverons tout à la fin de Éthique 5 sur le fait que mon âme a d'autant plus de part d'éternité que mon corps a été apte à d'autant plus de choses. Donc cette idée de la corrélation des perfections du corps et des perfections de l'âme, c'est quelque chose que Spinoza réaffirme d'intervalle à intervalle dans l'éthique, et il est particulièrement important qu'il le réaffirme à la fin de l'éthique, quand il s'agit de la question de l'éternité, c'est-à-dire de la question de ce qui arrive à l'âme, hors d'une relation avec l'existence actuelle du corps. C'est-à-dire que même quand l'âme n'est plus liée à l'existence actuelle du corps, elle est encore liée à ce qui est arrivé au corps lors de son existence actuelle. C'est-à-dire, plus mon corps a acquis de perfection, c'est-à-dire au fond, plus il a mis en œuvre les innombrables possibilités de relations externes et internes que lui donnait la nature humaine. Postulat concernant le corps humain. Et bien, plus il a fait ça, plus mon âme a de perfection elle aussi. Donc plus elle a de part d'éternité. Il faut s'entendre sur ce que c'est perfection du corps humain. Alors on dirait, comment quelqu'un qui donne tant d'importance aux moraux géométricaux, qui dit que, donc la façon des géomètres, quelqu'un qui dit que nous serons toujours, dans la palisse de Éthique 1, que nous serions toujours restés dans l'imaginaire si la mathésis ne nous avait pas donné autre ordre de vérité, quelqu'un qui vient de dire au début de Éthique 3 qu'il va traiter des corps comme il a traité Dieu et de l'âme, c'est-à-dire comme si c'était des êtres géométriques. Comment quelqu'un qui dit tout cela peut-il donner tant d'importance aux perfections du corps? C'est qu'apparemment, par exemple, l'usage de la géométrie, ça fait partie des perfections du corps. Alors, il y a une très belle explication de cela dans le livre de Materon, Individu et communauté, où il dit qu'il faut admettre que quand je commence à développer du côté de l'âme, donc intellectuellement, des définitions du cercle, de la sphère, du triangle, c'est-à-dire apprendre à les construire, à me donner des concepts pour les construire, ça veut dire que du côté de mon corps, en même temps, il y a une sorte de mouvement potentiel qui est le mouvement de la construction. Soit la construction réelle que j'effectue sur un papier ou sur un tableau, soit au fond, l'effet des rapports de mon corps avec les objets extérieurs, qui mettent en œuvre les propriétés communes que sont la figure et le mouvement, et qui donc développent dans mon corps comme des embryons de construction du cercle, du triangle, etc., etc., etc. Donc, au fur et à mesure que tout cela se développe dans le corps, il y a donc une sorte de géométrie corporelle qui est une perfection du corps, et que le corps humain est un des seuls à pouvoir accomplir, parce que les corps des animaux ou les corps des amibes ou des pierres n'en sont pas capables, sont des perfections, et corollairement,
l'âme se perfectionne aussi. Donc il faut bien voir que dans toutes les relations, toutes les affections qui lient le corps humain et le monde extérieur, il y a cela aussi. Donc ce n'est pas simplement, par exemple, manger, mais ça y est aussi. Quand donc j'ai dit plus haut que la puissance de pensée de l'âme était accrue ou diminuée, je n'ai rien voulu entendre, sinon que l'âme avait formé de son corps une partie de celui-ci, une idée exprimant plus ou moins de réalité qui en avait précédemment affirmé son corps, de son corps, car on estime la valeur des idées et la puissance actuelle de pensée suivant la valeur de l'objet. Et l'objet de l'âme humaine, c'est le corps. J'ai ajouté enfin, par la présence de cette idée, l'âme est déterminée à penser à telle chose plutôt qu'à telle autre, afin d'exprimer, outre la nature de la tristesse et de la joie, celle aussi du désir. Donc ici Spinoza fait le bilan de l'éthique 3. On peut dire que éthique 3 a consisté à ramener l'ensemble des affects humains à ces trois affects fondamentaux que sont la tristesse, la joie, le désir. Alors la tristesse et la joie, c'est l'enregistrement de l'augmentation ou de la diminution de la puissance d'agir. Le désir, c'est apparemment, sous la forme que c'est défini ici, le fait que l'âme soit déterminée à penser à telle chose ou à telle autre. C'est plus intéressant que le formule comme ça que dans le cours du livre, il la formule en partie autrement. Donc ce qu'on fera la prochaine fois, ça va être, alors d'une part, je commencerai par étudier le scoli de la proposition 2, avant de reprendre au tout début. Parce que dans ce scoli, Spinoza explique longuement sa démarche et se confronte une nouvelle fois à ses adversaires sur un point très précis, à savoir la puissance de l'âme sur le corps. Ensuite, je reprendrai dans l'ordre, à partir des définitions, les premières propositions et leurs démonstrations, c'est-à-dire, premièrement, la construction de notion de conatus, qui va être la première notion essentielle de la psychologie spinoziste. Et deuxièmement, l'élaboration des deux autres notions fondamentales, c'est-à-dire la joie et la tristesse, puis tout ce que Spinoza va en déduire dans la concaténation des théorèmes. Donc j'arrête ici pour aujourd'hui. On a donc vu comment Spinoza pense lui-même sa différence avec ses prédécesseurs, aussi bien ses prédécesseurs traditionnels, le très long discours philosophique, théologique, moralisant sur les passions et le gouvernement de soi, et puis les prédécesseurs plus immédiats, c'est-à-dire ceux qui, comme Descartes, ont essayé de penser, au moins en partie, la psychologie sur le modèle de la physique. Voilà, on arrête là.